Raspoutine, l'ombre de l'Empire. Prologue, le souffle de la Sibérie. Le vent hurlait sur la Sibérie comme une bête invisible. La neige s'étendait à perte de vue, recouvrant villages, routes et forêts d'un silence presque sacré. Sous cette blancheur, la vie était rude. Famine, froid, solitude et prière se mêlaient au quotidien des paysans. C'est dans ce monde impitoyable, au village reculé de Pokrovskoye, que naquit Grigori Yefimovitch Raspoutine. Dès l'enfance, il déroutait. Il parlait peu, mais observait beaucoup. On le voyait souvent seul, immobile, les yeux fixés vers le ciel, comme s'il contemplait des réalités invisibles. Les animaux l'approchaient sans crainte, les chiens du village s'asseyaient près de lui, les chevaux se calmaient à son contact. Les anciens murmuraient « Cet enfant n'est pas comme les autres, il marche entre deux mondes ». Certains disaient qu'il était béni, d'autres qu'il était maudit. Raspoutine grandit dans la pauvreté, travaillant la terre avec son père, mais son esprit semblait toujours ailleurs. Très tôt, il fut attiré par la foi, non pas celle des prêtres officiels, mais une spiritualité plus sauvage, plus personnelle, presque mystique. Un jour, sans prévenir, il quitta son village. Chapitre 1. Le pèlerin aux 1000 visages. Raspoutine devint pèlerin. Pendant des années, il parcourut la Russie à pied. Routes boueuses, monastères reculés, villages misérables, villes en pleine transformation. Il dormait dans des granges, partageait le pain des pauvres et discutait avec des moines comme avec des vagabonds. Partout où il passait, il laissait une impression étrange. Certains malades affirmaient se sentir mieux après lui avoir parlé. Des femmes disaient avoir vu leur chagrin s'apaiser en croisant son regard. Des prêtres l'admiraient pour sa foi sincère, tandis que d'autres le craignaient, convaincus qu'il flirtait avec des forces dangereuses. Physiquement, il ne ressemblait pas à un saint. Barbe épaisse et négligée, cheveux longs, yeux sombres et pénétrants, voix grave qui résonnait comme un écho venu des profondeurs. Il ne prêchait pas comme les autres religieux. Il parlait du péché, du pardon, de la souffrance et de la lumière intérieure avec une intensité troublante. Peu à peu, la rumeur de ses dons grandit. On parlait d'un homme venu de Sibérie capable de calmer les âmes tourmentées, et peut-être même les corps brisés. Ces murmures finirent par atteindre Saint-Pétersbourg, la capitale impériale. Chapitre 2. Le palais des tsars. Le palais du tsar. Nicolas II était un univers de marbre, d'or et de cérémonies fastueuses. Tout respirait la puissance de l'Empire russe, mais derrière cette splendeur se cachait une douleur intime. Le fils du tsar, le tsarévitch Alexis, souffrait d'hémophilie, une maladie terrible qui empêchait le sang de coaguler. Une simple chute pouvait provoquer des hémorragies mortelles. La tsarine Alexandra, dévastée par la peur de perdre son enfant, cherchait désespérément un miracle. Elle consultait médecins, guérisseurs et mystiques, mais rien ne fonctionnait durablement. C'est ainsi que Raspoutine fut convoqué au palais. Lorsqu'il entra pour la première fois dans la chambre d'Alexis, l'air était lourd d'angoisse. L'enfant gisait pâle, tremblant, épuisé par une nouvelle crise. Raspoutine ne s'approcha pas immédiatement. Il resta silencieux, puis s'agenouilla, ferma les yeux et murmura une prière lente, presque chantée. Peu à peu, le souffle d'Alexis se stabilisa. Les médecins, stupéfaits, observèrent que l'hémorragie diminuait. La tsarine s'effondra en larmes. « Dieu vous a envoyé. Vous êtes notre sauveur. » À partir de ce jour, Raspoutine devint indispensable à la famille impériale. Il n'était pas ministre, ni général, ni noble, mais son influence grandissait chaque semaine. Il était désormais l'ombre du trône. Chapitre 3. Le pouvoir et la haine.
À la cour, Raspoutine était à la fois crainte et méprisé. Les ministres le voyaient comme un imposteur. Les généraux le considéraient comme une menace. Les nobles le méprisaient pour ses origines paysannes. Pour eux, il était un manipulateur, un profiteur, un danger pour l'Empire. Mais pour la tsarine, il était un homme envoyé par Dieu. Et comme elle avait une influence immense sur le tsar, Raspoutine gagnait en pouvoir, indirectement mais réellement. Dans les salons dorés du palais, on chuchotait « Ce moine gouverne la Russie depuis sa chambre ». Pendant ce temps, la Première Guerre mondiale ravageait le pays. Les soldats mouraient par milliers, la famine s'installait dans les villes et le peuple commençait à gronder contre le régime impérial. Raspoutine devint le symbole de tout ce qui n'allait plus. Corruption, superstition, décadence du pouvoir. Il était devenu le bouc émissaire parfait. Chapitre 4. Le complot. En décembre 1916, un groupe de nobles décida que Raspoutine devait mourir. Ils étaient convaincus que tant qu'il vivrait, la Russie serait condamnée. Ils l'invitèrent dans un somptueux palais sous prétexte d'une fête. On lui servit des gâteaux et du vin, prétendument empoisonnés. Mais Raspoutine mangea, but, parla, rit, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pris de panique, l'un des conspirateurs lui tira dessus. Raspoutine s'effondra. Un silence terrifié s'abattit sur la pièce. Puis, à la stupeur générale, il tenta de se relever. Alors, ils tirèrent de nouveau. Cette fois, il ne bougea plus. Son corps fut transporté jusqu'à la rivière Neva, brisant la glace pour l'y jeter. L'eau sombre l'engloutit dans le froid hivernal. Ainsi mourut Raspoutine, homme, mythe et mystère à la fois. Chapitre 5. La fin d'un monde. Quelques mois plus tard, en 1917, la révolution éclata. Le peuple, exaspéré par la guerre, la faim et l'injustice, se souleva contre le tsar. Nicolas II fut contraint d'abdiquer. L'Empire russe s'effondra. La famille impériale fut arrêtée, puis exécutée l'année suivante. Raspoutine était mort, mais son ombre planait encore sur l'histoire. Certains disaient qu'il avait prédit la chute des Romanov. D'autres affirmaient qu'il l'avait provoquée par son influence. Mais une chose était certaine, il n'était pas qu'un simple homme. Il était le reflet d'un empire en train de mourir. Épilogue. La légende éternelle. Aujourd'hui encore, Raspoutine fascine. Pour certains, il fut un mystique sincère. Pour d'autres, un charlatan manipulateur. Certains le voient comme un prophète, d'autres comme un démon. Peut-être était-il un peu de tout cela. Ce qui est sûr, c'est que son destin est unique. Un paysan venu des neiges de Sibérie, monté jusqu'au cœur du pouvoir le plus absolu, avant d'être englouti par la nuit de l'histoire. Raspoutine n'est plus, mais sa légende demeure. Et dans le vent froid de la Sibérie, on jurerait parfois entendre encore son souffle.